Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. L'intense frénésie diplomatique de ces derniers jours à Alger n'est pas sans susciter des questions. Et ainsi, l'un après l'autre, et parfois même l'un en même temps que l'autre, ce fut un véritable chassé-croisé de diplomates, en plus d'un chef d'État, d'un Premier ministre et d'un chef du gouvernement. La Noria avait commencé par le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, le 6 janvier, suivi du ministre turc des Affaires étrangères, le 6 janvier aussi, suivi du ministre italien des Affaires étrangères, le 8 janvier, suivi du ministre égyptien des Affaires étrangères, le 9 janvier, suivi du Premier ministre italien le 16 janvier, suivi du ministre français des Affaires étrangères le 21 janvier, suivi du ministre allemand des Affaires étrangères le 23 janvier, suivi de la visite du président turc le 26 janvier, suivi du ministre émirati des Affaires étrangères, aujourd'hui, 27 janvier. Sans oublier la réunion à Alger des ministres des Affaires étrangères des pays limitrophes de la Libye, le 23 janvier. Algérie, Tunisie, Libye, Tchad, Mali, Niger, Soudan, Égypte, à un niveau ministériel, des ministres des Affaires étrangères. À noter toutefois que le ministre allemand des Affaires étrangères a assisté à cette réunion exclusivement réservée pourtant aux pays de la région. Et aucune explication n'a été donnée sur cette participation exceptionnelle. Un chassé-croisé très intense donc, qui s'explique bien sûr par la crise libyenne et son intrication sur la situation de toute la région, mais pas seulement. Pas seulement. Il ne faut pas perdre de vue non plus que la formidable contestation populaire du régime algérien par le peuple algérien et la crise économique annoncée qui va bouleverser tous les paramètres habituels en Algérie expliquent aussi ces approches mutuelles en vue d'une nouvelle politique qui se dit de coopération. Le régime algérien est aux abois, en face d'une véritable cessation de paiement, une faillite abyssale. Il est incapable de trouver une autre possibilité de financement que celle des seules ressources hydrocarbures. Et il n'aura pas d'autre possibilité à très court terme de pouvoir mobiliser des sources de financement et d'autres, si ce n'est le recours à un endettement massif. Mais même aux plus catastrophiques conditions, il lui sera très difficile de trouver des prêteurs, parce qu'il n'est pas solvable, tout simplement, parce qu'il fait face à la plus forte contestation de son peuple, parce que les grands ordonnateurs à l'international savent tout de lui, et tout particulièrement son incompétence crasse, sa voracité, son impopularité que plus personne ne peut cacher. Mais ces touches diplomatiques réciproques peuvent être aussi le prélude à des tractations inavouables. Le régime montre tous les jours qu'il n'aura pas d'autre choix pour trouver de l'argent frais que par le biais de ce qu'il qualifie très pudiquement de partenariats et d'associations, qui ne sont rien d'autre en fait que le bradage et l'hypothèque des ressources naturelles.
Débarquement diplomatique à Alger. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Hassan Hiresh, docteur en sciences économiques. Hassan Hiresh, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir, bonsoir Nordine et bonsoir aux invités qui sont au téléphone, qu'on va découvrir. Ça va être une bonne surprise. Merci. Alors, Nordine Aoussad, déjà, qui est en face de vous. Rani Al-Tarif. Voilà. Et bonsoir tous les téléspectateurs. Qui était très gentil avec vous. À un moment, il a dit Da Hassan, Sidi Hassan. Ah oui. Hein, par rapport à ces vieilles traditions kabyles. On a mis le puzzle en place. Voilà. Le respect à l'aîné, Oui. le respect à certaines familles Oui. très ancrées dans la religion, avant maraboutique notamment. Alors, avec nous, Saïd Halit, avocat, qui sera avec nous depuis Alger au téléphone. Saïd Halit, merci d'être avec nous. Je vous remercie, bonsoir. Bonsoir, merci. Nordine Aoussad, pardon, je ne vous ai pas souhaité la bienvenue. Non, قلت لي avec nous, Rani Al-Tarif, je ne vous ai pas laissé répondre. Merci. Et depuis le Canada, Hassan Moussi, militant politique algérien au Canada, très actif dans la mobilisation des Algériens du Canada. Hassan Moussi, merci d'être avec nous. Bonjour Jamal, merci de l'invitation et bonjour à Saïd Halit et puis à mes sympathiques amis Hassan et Nordine qui sont là avec toi. Merci beaucoup. Alors, mes amis, nous allons commencer, nous allons avoir des sujets, ce chassé-croisé que moi j'ai qualifié de débarquement, hein, comme dans le débarquement de Normandie des Alliés. C'est des fraudes. Ou alors le débarquement de Sidi Waresh, ce qui est encore plus indiqué. Alors, débarquement diplomatique à Alger. Nous aurons aussi à parler du mardi, demain, mardi des étudiants. Hein. Nous parlerons des détenus surtout, des détenus qu'on nous balade de temps en temps, qu'on nous expose pour les remettre en prison. Il semble qu'il y ait des choses derrière, hein, qu'il y ait une sorte d'affrontement autour de cette question des détenus. Certains voudraient les libérer, certains, dans le régime, chercheraient à vouloir les libérer pour décrisper un peu la situation, et d'autres, notamment au niveau de l'état-major, qui seraient, j'allais dire, farouchement contre. Et nous parlerons du Hirak d'une façon générale. Alors, nous allons commencer par ce chassé-croisé diplomatique, Hassan Hiresh. Oui, c'est une observation extrêmement intéressante parce que nous sommes dans une situation en Algérie totalement instable en réalité. Nous avons un pouvoir complètement affaibli parce qu'illégitime et parce qu'il y a des conflits internes au sein de l'armée, au sein des différents clans, etc. Nous avons vu comment ils se mettent les uns les autres les bâtons dans les roues, etc. Et puis nous avons, de l'autre côté, heureusement, un Hirak déterminé à arracher ses droits, tout simplement. Aussi simplement que ça, donc qui est présent les vendredis, les mardis et les dimanches dans la diaspora. Donc moi, ma lecture de ce ballet diplomatique, M. Benchenouf, il tient au moins à deux éléments. Il y en a d'autres, mais au moins comme ça, spontanément, à deux éléments. La première, c'est que le pouvoir algérien était dans une situation de coma cérébral pendant quand même très longtemps, bien avant la chute même de Bouteflika, depuis, on va dire grosso modo, depuis 2013 et 2014. En fait, donc, depuis la chute des prix du baril. Déjà, oui. Un peu, c'est à ce moment-là que voilà, il y a déjà là, effectivement, économiquement, il y a la chute du baril, mais politiquement, il y a la chute du régime. Oui. Même s'il il a encore un dernier souffle aujourd'hui et qu'il est agonisant. Mais il ne dépend que de ses ressources financières. Bien sûr, c'est ça. S'il n'a pas de ressources financières, il ne tiendra pas. Quand je dis coma cérébral, son cerveau, c'est les ressources pétrolières. Voilà. Son cerveau, c'est au fond du puits. Au sens propre et figuré. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, il y avait ce coma cérébral politique et il n'y avait pas véritablement d'échange. Tout le monde était en attente de qu'est-ce qui allait se passer. Ensuite, le deuxième point, vous avez fait une fois dans une émission, et je vous en félicite, une comparaison avec les gnous. Oui. Voilà.
Et aujourd'hui, C'est un cri du Hirak. Hein. Nous, pas GNU. voilà, Effectivement. Je l'ai vu, c'est un slogan voilà. du Hirak. Voilà. Nous, pas GNU. Que le peuple algérien n'accepte pas comme ça d'être une proie d'oligarques, de clans différents, etc., bien sûr. Donc, revenons à cette symbolique. Un gnou blessé, qu'est-ce qui se passe? Il marche difficilement, il laisse des traînées de sang derrière lui, et l'odeur alléchante attire les hyènes, les lions, les léopards, tous les fauves, les chacals, ainsi de suite. Les charognards. Voilà, toutes sortes de charognards, donc qui suivent la bête blessée pour voir à quel moment ils vont sauter dessus, ils vont se la partager, la dépecer et tirer profit. Nous en sommes là? Nous en sommes malheureusement là, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas un peuple derrière les décideurs. Quand un pays a une cohésion entre les décideurs et le peuple, il n'y a rien à craindre. Quand il y a une rupture, il y a un fossé entre ces décideurs et les administrés et le peuple, et bien à ce moment-là, effectivement, le pays devient fragile. Et nous avons vu les pays qui sont grosso modo dans le même système que l'Algérie. Hein. Nous avons vu l'Irak, nous avons vu la Syrie, nous avons vu le Venezuela. Eh bien, malheureusement, ils sont devenus la proie des puissances étrangères et on y fait à peu près ce qu'on veut. Et le cas limite, le cas extrême, c'est la Libye, effectivement. Donc, il y a une espèce de retour au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, avec l'Empire ottoman. Le vieil homme malade. Voilà, qui décrépit. Et puis, les Allemands, et puis d'un côté, les Anglais, les Français de l'autre, qui essayent justement... Chacun qui arrachait un lambeau Absolument. de ce qu'il pouvait. Et là, aujourd'hui, on assiste à une espèce de retour en arrière, et la Turquie qui veut prendre la revanche, justement, de ce qu'a subi l'Empire ottoman. Et donc, il y a une espèce de concurrence féroce. On voit comment la Turquie est opposée aux pays occidentaux, en Syrie. Elle est opposée en Libye, elle est opposée dans un certain nombre de pays d'Afrique. C'est comme s'il y avait une sorte de conflit personnel entre Erdogan et Macron, quelque part. On sent deux personnalités très opposées, l'une à l'autre, par le tempérament, par les orientations, par la façon d'être. Ils s'en foutent complètement des problèmes personnels. Ce qui les intéresse, c'est la raison d'État. Voilà. Contrairement à nos dirigeants, enfin dirigeants entre guillemets, contrairement à nos décideurs, eux, effectivement, c'est les intérêts supérieurs de leur pays. Oui, mais peut-être que ces exacerbations ne signifient que ce que vous êtes en train de dire, que des conflits sont, que des intérêts sont en conflit. Bien évidemment. Quelque part. Il y a toujours un lien. En Libye notamment, en Algérie aussi. Il y a un lien, on l'a vu aussi avec Donald Trump. Oui. Et Erdogan. On a vu qu'il y a eu un bras de fer. Oui. À un moment, c'était avec Poutine. Oui. À un moment, c'était avec Sisi. Maintenant, c'est avec Haftar, ainsi de suite. Donc, effectivement, il défend bec et ongle les intérêts de son pays. Voilà. On a beau être contre son idéologie, contre sa dictature, contre le fait qu'effectivement, il emprisonne des journalistes, des écrivains, une intelligentsia, y compris des militaires, etc. C'est tout ce qui pourrait éventuellement avoir une idée à son encontre, il se retrouve en tôle. Mais il faut dire que, d'un point de vue international, il défend son beefsteak et il défend les intérêts de son pays. Et c'est pour ça donc qu'on assiste à ce ballet qui... Nous allons y revenir. Nous allons essayer d'approfondir. Voilà, tous ces messieurs qui viennent à Alger pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent prendre. Un ordinaire Oussat ? Donc il y a deux angles, je dirais, d'attaque pour ce sujet. Soit on le regarde en tant que d'un angle algéro-algérien ou bien algéro-mondial. Si du point de vue algéro-algérien, bien entendu, on ne peut qu'avoir un regard un peu pessimiste, sombre, je dirais, pas trop, je dirais, positif.
Mais par contre, si on regarde du point de vue algéro-mondial, il faut savoir ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est Hirosh. Pendant 8 ans, on était hors de l'histoire. L'Algérie était hors de l'histoire. Les quelques fois où des présidents ou des personnalités venaient voir Bouteflika omnipotent, c'était juste pour un peu relancer le fait et assurer l'opinion qu'il est toujours vivant. Oui. Voilà. Mais vivant, c'est tout, respirant, qui respire toujours. Voilà. Et généralement, ces personnalités venaient pour, en quelque sorte, pour montrer patte blanche, pour nous dire « Oh, enfin, vous en faites pas, votre président, il est en bonne santé. J'ai discuté avec Absolument. lui, il est Absolument. d'une grande alacrité. Voilà. Après, ils font, je ne sais pas, ils font une déclaration à la presse par derrière eux-mêmes ou leur ministre des Affaires étrangères, comme c'était Macron ou non, mais c'était le but, c'est sûr. Ouais. Le but principal et unique même, c'était ça. Mais maintenant, donc, ces pays-là attendent l'Algérie depuis ce temps, une petite décennie presque, qu'ils attendent de l'Algérie. L'Algérie qui n'est pas un pays négligeable, c'est un pays qui a sa place au niveau, je dirais, du Maghreb, de l'Afrique, ne serait-ce que par ses potentialités. Un grand marché, je dirais, une grosse demande, de grosses potentialités, donc il était attendu. Et maintenant qu'il y a un retour, pour nous, bien entendu, les Algériens, ce n'est pas satisfaisant, mais pour la diplomatie mondiale, c'est quand même un retour à une stabilité, à une certaine légalité. Même s'il n'y a pas de légitimité. Même s'il y a eu une fraude. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème à eux de venir se mettre à notre place pour dire il y a eu 8% de taux de participation, 15, 30, ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'il y a un pays qui comme l'a dit le ministre des Affaires français des Affaires étrangères. Des élections ont eu lieu. Il n'a fait aucun jugement de valeur. Absolument. Et la première déclaration... Et nous allons travailler avec le gouvernement. Tout à fait. Donc. Et la première déclaration de Macron, d'ailleurs qui a déplu à Abdelmadjid Tebboune, c'est on prend note de cette élection. Il a pris note. C'est un peu ça. Donc sans s'attarder sur ce point, le retour de l'Algérie donc sur la scène internationale avec je dirais, un président qui parle et qui entend et qui bouge, pour eux quand même c'est un signe positif. À comparer avec d'autres pays. Donc, il y a des choses à faire avec ce pays. Oui, mais pourquoi se chasser-croiser, se balayer Alors, depuis le début du mois, vous avez cité un peu les... Parce que c'est un peu comme dans un bouchon. Tout à l'heure, dans la rame de métro, c'était le cas. Ça bouchonne, il faut que ça s'ouvre, ça part très vite. Voilà, oui, mais est-ce qu'ils sont venus pour la Libye? Est-ce qu'ils sont venus parce que l'Algérie maintenant est une proie facile, ou est-ce qu'il y a des deux? Je ne dirais pas que c'est une proie facile. C'est pas forcément une proie facile. C'est pas je dirais forcément une proie facile, parce qu'il y a encore des possibilités de travailler avec ce pays en exportation ou en importation. Mais ce pays ne va pas avoir d'argent dans très peu de temps. Il va être en cessation de paiement véritable. Sur un plan comptable, si on peut dire, il va être en cessation de paiement, il va être en faillite. Il n'aura même pas les moyens de maintenir le seuil incompressible des 60 à 70 milliards de dollars pour continuer d'acheter la paix sociale. Ça, c'est l'autre aspect du problème que je disais tout à l'heure quand on regarde du point de vue algéro-algérien. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme il l'a bien dit Sehej tout à l'heure, nous avons, nous y reviendrons tout à l'heure à la fin sur le troisième volet du Hirak, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, l'Algérie, elle n'a que le Hirak comme une chance de repartir. Avec le même régime? Non, bien entendu. C'est ce à quoi j'appelle depuis un moment un compromis, je dirais, historique, inédit, courageux, et qui va faire que l'Algérie, on aura gagné, je ne sais pas, 100 milliards de dollars, rien qu'avec cet élan et cette image et cet enthousiasme. Au niveau mondial et au niveau des Algériens, on aura gagné beaucoup avec ce nouveau départ. Mais bien entendu, si nous arrivons maintenant
à sortir de cette phase avec un accord, bien entendu un accord réel, c'est pas fictif, une pas négociation formel. avec le régime. Une négociation avec le régime, pour quelle raison? Parce qu'aujourd'hui, je pense que jamais ceux qui sont opposés au régime, en l'occurrence cette fois-ci, si toute la population ou une grande partie de la population ne se sont trouvés dans une position assez forte, assez pesante pour faire du 50-50. Aujourd'hui, je dirais qu'on est à 50-50. Le pouvoir ne pourra jamais emporter la partie à lui tout seul et faire entrer les gens dans leur foyer. Et le Hirak aussi, il faut le dire, il faut le reconnaître, même s'il ne pourra pas faire basculer ce pouvoir. D'un autre côté, le régime refuse absolument de partir. Il refusera encore, parce que ce n'est pas dans son logiciel, ce n'est pas dans sa culture, de négocier un compromis. Ça n'a jamais été son cas, mais il sera obligé de le faire. Mais à condition que le Hirak tienne encore et qu'au niveau du Hirak, qu'on sente aussi cette volonté d'aller vers un compromis. Saïd Halit, à ce sujet de balai diplomatique de ces gens qui vont et viennent, vous pensez que c'est à cause de la Libye, que c'est à cause de la conjoncture économique algérienne, des deux, des perspectives ou d'autres? Personnellement, je voudrais l'appeler, au lieu de balai, je voudrais l'appeler acharnement. Il y a un acharnement diplomatique sur l'Algérie depuis l'élection, à vrai dire, illégitime de M. Tebboune et l'installation du gouvernement illégitime aussi. Le régime en place, il est à la recherche d'une certaine légitimité internationale, je voudrais dire ça, si je pourrais dire ça. Et en ce qui concerne l'acharnement diplomatique, c'est tout à fait normal, du moment que toutes les diplomaties qui viennent ne partent pas les mains vides. Ils partent toujours avec des conventions, avec des traités, avec des nouvelles coopérations et des nouveaux marchés. On constate avec la venue du président turc et plutôt aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères, des Émiratis, des Français, ainsi de suite. Il y a toujours des intérêts derrière. Ils cherchent à réitérer leur place dans le marché algérien. Mais est-ce que, d'une certaine manière, ces visites de très hauts diplomates, de chefs d'État, de chefs du gouvernement, de premiers ministres qui viennent en Algérie après la fraude électorale, est-ce qu'elles ne procèdent pas d'une sorte de légitimation aussi de ce nouveau président? Bien sûr, c'est de crédit. C'est-à-dire le gouvernement en place et le régime en lui-même, il est à la recherche du crédit. Parce qu'il est à court de crédit. C'est du crédit offert à ce régime par la communauté internationale. Restez avec nous, Saïd Halit. Je reviens à vous dans un moment pour parler des détenus. Hassan Moussi, sur ce sujet des visites diplomatiques de très haut niveau en Algérie après la fraude électorale. Oui, Jamal, encore une fois, bonsoir. Vous m'entendez, Jamal? Oui, très bien. Ça m'a fait plaisir d'avoir écouté votre petite chanson de Jacques Brel qui disait nous n'avons que l'amour. Est-ce que nous n'avons que les yeux pour pleurer? C'est une première question qu'il faudrait qu'on se le pose. Disons heureusement que nous avons le Hirak Jamal, qui est lui, je dirais, incrédible, petit à petit, pour remettre, forcer le destin et remettre l'Algérie sur des rails, des vrais rails, une voie qui nous mènera certainement vers une vraie Algérie. Chaque pays, Jamal, chaque pays doit d'abord et avant tout, comme l'a si bien dit notre ami Hassan Hirak tout à fait au début, ses intérêts, et c'est tout à fait normal. Qu'il a à traiter avec un socialiste ou un communiste, avec un pays pauvre ou un pays en guerre, avec une dictature ou un corrompu, l'essentiel c'est de gagner dans l'affaire. Et pour pouvoir vous défendre face à cette... Oui, mais Hassan Moussi, en l'occurrence, oui. pour ce qui nous concerne dans cette... Oui. Pourquoi est-ce qu'ils viennent, tous ces gens, comme ça, de façon très groupée, très intense? Est-ce à cause de l'affaire libyenne? Est-ce parce qu'il y a des perspectives économiques alléchantes?
Oui, il y a un tout dans cette histoire-là. Je disais, oui, je vais arriver, Jamal, je préfère démarrer petit à petit. Là. Quand la confiance n'existe plus entre les gouvernants et les gouvernés, quand tout ce qui te dérange, quand tout ce qui dérange aujourd'hui, tout ce qui dirige en Algérie sont illégitimes, il y a donc anguille sous roche. Et tout ce que voudrait engager ces dirigeants est d'abord voué à l'échec. Il ne peut en aucun cas, Jamal, avoir le soutien du peuple. Aujourd'hui, Tebboune, je vais arriver à répondre à votre question. Aujourd'hui, Tebboune n'a ni la possibilité de démissionner, ni la possibilité de faire avancer les choses dans notre pays, en Algérie. Il a accepté d'être l'esclave de certains généraux qui l'ont désigné et qui en sont dans une grande proportion la raison de l'échec du pays. Pour, si vous voulez, Tebboune, c'est tout simplement des façades civiles aux yeux du peuple et aussi pour la consommation régionale et pourquoi pas internationale. Donc, nos dirigeants, Jamal, je vais arriver à répondre à votre question, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nos dirigeants ont assez perdu de temps et de l'argent. Ils ont raté 3 à 4 occasions, l'opportunité de réformer de fond en comble, si vous voulez, l'économie algérienne et de la diversifier. Notamment au moment où notre pétrole, vous l'avez si bien dit au début, nous vivons du pétrole, notamment au moment où notre pétrole se vendait à plus de $120 le baril. Et de l'accompagner, bien sûr, avec des réformes politiques dans la séparation des pouvoirs. Ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, le pouvoir algérien n'est plus crédible. Le monde entier l'a vu, le sait. Notre tissu économique, vous l'avez expliqué, notre tissu économique est malade. La production est quasiment nulle. Et notre futur n'est plus garanti avec ces gens-là. Puisque notre population à Jamal, notre population va en augmentation et nos moyens financiers stagnent, pour ne pas dire diminuent. Hassan Hiresh, qui est économiste, un peu comme moi, va vous l'expliquer. Depuis les 10 dernières années, nous ne vivons qu'avec l'exportation du pétrole. Nous n'exportons que quelque chose comme 100 millions de tonnes équivalent pétrole qui nous rapporte quelque chose comme 35 milliards de dollars. C'est pourquoi cette ruée, donc, au moment... je rappelle que c'est pétrole et gaz. Hein. Oui. Oui, pétrole et gaz. Oui. Aujourd'hui, notre pouvoir est KO, il est sur les genoux, parce qu'il est illégitime, il n'est pas élu, il est placé. Donc cette ruée vers Alger... Et restez avec nous, Hassan Moussi, je reviens à vous dans un moment pour vous poser la question sur les détenus, avant de vous libérer, vous et Maître Saïd Halit. Saïd Halit, je reviens à vous pour au sujet des détenus. Alors aujourd'hui, Belarbi est passé en justice. Nous attendons le verdict. Le réquisitoire, le procureur a demandé 3 ans d'emprisonnement. Et c'est comme ça à chaque fois. On les ressort du couffin, de la cage, pour les exposer un petit peu et on les remet au trou, comme on dit. Et il semble que des forces derrière s'affrontent, les unes étant pour l'apaisement, pour la libération de tous les prisonniers politiques, les autres n'en démordent pas et veulent les garder en prison. Exactement, comme vous l'avez souligné, il y a une pression sur le Hirak à travers les détenus. Parce que c'est les détenus, le Hirak, il ne veut pas abandonner les détenus, il a été toujours du côté des détenus. Et le régime en place, il fait pression avec ça. Chaque vendredi, il y a des noms, chaque vendredi, il y a des arrestations, des présentations, des contrôles judiciaires, des arrestations, des mandats de dépôt, ainsi de suite. Il y a une machination judiciaire. Il y a une instrumentalisation totale de la justice, exceptionnellement du tribunal de Sidi Mohamed. Aujourd'hui, il y a eu le procès de Samir Belarbi sur des faits infondés. Son dossier est vide par rapport aux faits, par rapport aux articles dont il était poursuivi. Son dossier est totalement vide. Et pourtant, le procureur a demandé 3 ans d'emprisonnement. Et pourtant, le procureur l'avait requis 3 ans d'emprisonnement et 50 000 dinars d'amende. Ouais. Bah, c'est vraiment c'est lamentable par rapport à la justice algérienne. C'est vraiment lamentable. Et combien y a-t-il de détenus en tout, de détenus politiques?
En tout, c'est-à-dire jusqu'au vendredi 40, au 43e vendredi, il y a eu 178 au total. 178. Et pourquoi, maître, 178. pour toi, Saïd Khalid, pourquoi dit-on des détenus d'opinion au lieu de dire des détenus politiques? Pourquoi cette Ben, justement, nuance justement, cette nuance, c'est la presse. C'est la presse algérienne qui est aux ordres. Elle aussi, qui est instrumentalisée aussi, qui a fait c'est-à-dire qui a creusé ce tranché entre les détenus d'opinion et les détenus politiques. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que les Ahmed n'est pas détenu d'opinion. Alors, Diri n'est pas détenu d'opinion. Rachid Moukez n'est pas détenu d'opinion. Oui, oui, mais le... Ben, justement, Oui. justement, parce que la presse a creusé cette tranchée entre ces deux je veux dire, par rapport aux deux détenus. Parce que, tout ce qui est lié organiquement n'est pas détenu d'opinion, est détenu de politique. Et les avocats dans tout ça, Saïd Khalid, vous êtes face à des procès iniques. Vous êtes face à des Voilà. procédures qui violent le code de procédure pénale. Vous êtes face à des arrestations arbitraires. Vous êtes face Non à des seulement- fausses qualifications qui ne figurent pas dans le droit pénal. Par exemple, les gens qui ont brandi le drapeau amazigh. Et pourtant, les avocats continuent de se présenter face aux juges, de plaider, alors que normalement, vous devriez opter pour une toute autre conduite, puisque c'est le droit qui est violemment et fondamentalement violé. Justement, M. Benchenouf, il y a violation des règles fondamentales du droit. Il n'y a pas uniquement violation du code de procédure pénale et du code pénal. Premièrement. En ce qui concerne la défense, au début des arrestations, on s'est constitué en collectif. Avant même que, c'est-à-dire les barreaux et l'Union nationale, c'est-à-dire se focalisent sur cette question et s'engagent dans la défense des détenus. Après, nous, on se souciait des détenus, du sort des détenus. On voulait déjà défendre les droits de l'homme, on les avait suivis jusqu'aux établissements pénitentiaires, ainsi de suite. On a intervenu plusieurs reprises pour des cas des détenus, ainsi que par rapport au cas de Silk Barbourga, par rapport à sa maladie. Mais juste après, il y a eu des débats au sein de notre corporation, soit au niveau national, soit au niveau des barreaux d'Algérie. Il y a une majorité des avocats qui ont opté pour la défense de rupture. Alors, au début, il y avait le boycott de l'audience de la chambre d'accusation par rapport à l'étude de l'appel, par rapport au premier mandat de dépôt des détenus. C'est-à-dire les avocats qui étaient présents, on avait boycotté la chambre d'accusation. Ouais. Ben, comme on avait boycotté, c'est toujours le même résultat. On a dit, ben, on va essayer, peut-être en audience, on pourra faire quelque chose. On pourra faire, il y a eu des interventions, il y a eu des... Allô? Oui, oui, on vous écoute. Voilà, c'est-à-dire au niveau des audiences, on s'est dit qu'on pourra faire un effort, peut-être il y aura une décision favorable qui va permettre au moins aux détenus de rejoindre leur foyer. Après, les questions de leur dossier par rapport à leur acquittement total, ça viendrait avec le temps. C'est pour ça qu'on a opté pour les défendre et pour plaider à leur faveur aux audiences. Alors, une dernière question, Saïd Khalid. Les magistrats, l'attitude des magistrats. À un certain moment, nous savons qu'il existe de nombreux magistrats très honnêtes, très intègres, qui souffrent de cette situation de justice instrumentalisée qui obéit à l'injonction téléphonique. Mais pourquoi les magistrats, ces magistrats en particulier, surtout ceux qui ont créé le club des 1000 magistrats, pourquoi ne profitent-ils pas de cette formidable occasion que leur donne le Hirak? Ce sont des millions d'Algériens qui sont dans la rue à demander l'indépendance de la justice. Pourquoi ces magistrats ne sortent-ils pas de
la servilité, de l'obéissance au régime, et pourquoi ne rejoignent-ils pas le Hirak pour arracher leur indépendance, l'indépendance de la justice, au lieu d'attendre qu'elle soit un jour instituée? Justement, je vais vous raconter une scène que j'ai vécue personnellement en audience, durant l'audience des détenus d'opinion, les premiers détenus où il y a le groupe de l'FTC et du dentiste de Tizi Ouzou. Vous savez, après intervention, c'est-à-dire après audition de l'FTC, il y a eu l'audition du dentiste de Tizi Ouzou. Et il avait fait, c'est-à-dire il a exposé son cas très bien, il leur a donné un cours d'histoire par rapport au drapeau. Vous savez qu'est-ce que le procureur de la République avait fait? Oui. Il avait levé ses mains et l'a applaudi, le procureur de la République. Eh ben. Auprès du tribunal de Sidi Mohamed, il a applaudi un prévenu qui était dans le box et qui avait fait un cours d'histoire et de nationalisme au magistrat de siège. Et quelle a été la réaction du magistrat de siège? Le magistrat de siège, il n'avait rien fait. Et le procureur, juste après l'applaudissement, il vient le réquisitoire. Oui. Il demande une année de prison ferme et 100 000 dinars d'amende. Vous comprenez, pour près. Et le procureur, il a eu des ennuis par la suite ou non? Non, il est toujours. Après, par la suite, il y a eu le mouvement. Ils l'ont muté, je ne sais pas où exactement. Ah, voilà. Ouais. En Mais tout cas, c'est pas par rapport à ça. C'est pas oui. par rapport à ça. Il y a eu. Il a siégé encore. C'est pas par la mutation, mais pas par rapport à ce fait. En tous Vous les savez, cas, pour que vous puissiez comprendre à peu près, c'est-à-dire le niveau d'engagement des magistrats dans le mouvement populaire. très bien. Merci Saïd Halit. Au plaisir de vous revoir. Merci pour votre participation. Hassan Moussi, avant de vous libérer sur ce sujet des détenus qui sont utilisés en quelque sorte un peu comme un chantage, mais aussi comme une menace à l'endroit de ceux qui bougent, qui continuent d'activer. C'est un peu comme pour leur dire, attention, nous, quand on met quelqu'un en prison, c'est pour des années. On ne plaisante pas ici. Non, Jamal, nous avons comme impression que le pouvoir algérien utilise cette carte détenue d'opinion dans toutes ces affaires de négociation, de débat, de ceci, de cela. Il fait dans la diversion, il fait dans la perte de temps. Il est en train de nous occuper un peu à discuter de ses décisions, de ses orientations et tout cela. Je crois que le Hirak a dépassé tout ça, Jamal. Notre pouvoir n'a absolument rien à nous proposer en termes de solutions pour sortir le pays de sa crise multiforme, en dehors de nous mentir et de recourir à l'emprisonnement des uns et à la libération des autres. Il fait dans l'équilibrage et dans l'occupation, comme je disais, du peuple, de discuter que de ces décisions et des orientations qui n'ont, à mon sens, pas de sens du tout. S'il y a aujourd'hui, Jamal, des vrais prisonniers en Algérie, c'est bien Tobdoun et ceux qui le disent. Ce sont ceux-là les vrais prisonniers en Algérie. Qu'ils se libèrent d'abord eux-mêmes. Et les détenus d'opinion ne sont arrêtés, à mon sens, que pour leur opinion, rien d'autre. Rien ne permet donc, ni n'autorise à les arrêter, ni la loi algérienne, ni la loi internationale, ni la constitution algérienne. Le Hirak, en tout cas, est là et décidé à aller jusqu'au bout dans tout ce qu'il a annoncé le 22 février. Notamment aujourd'hui, il met l'accent sur la libération inconditionnelle de tous les prisonniers d'opinion. Et nous sommes de tout cœur avec ces décisions-là, Jamal. Merci Hassan Moussi, au plaisir de vous retrouver dans cette émission. Alors, mes chers amis, nous revenons à cette histoire de chassé-croisé, de balai diplomatique, de débarquement, appelons-le comme on veut. En fait, d'abord, il y a la Libye qui est dedans, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en plus de la Libye, il y a aussi le fait, comme l'a dit Hassan tout à l'heure, que c'est un peu comme une bête blessée qui attire un peu les charognards, les prédateurs. Les gens commencent à se frotter les mains, on va bouffer, la table est dressée. À votre avis. Rajouter juste Oui, mais alors on peut juste discuter à 30 bâton secondes. rompu. On est... 30 secondes. Rajouter quand même la crise qui s'accélère au Sahel.
Oui. Et là, il y a beaucoup de voix qui demandent à la France de se retirer carrément. Donc c'est une option qui est sur table, qui n'est pas du tout exclue. Mais Et- on sait que la France ne peut pas se retirer du Sahel. Avec l'uranium du Niger, Oui, bien avec sûr. d'autres intérêts géostratégiques. Non, mais elle voit éventuellement comment se retirer tout en gardant ses intérêts. Oui. Ça me semble évident. Mais la conjoncture étant telle, c'est-à-dire il y a une multiplication des opérations de la part des groupes armés, etc. On a vu hier, je crois, et la semaine dernière, c'est par dizaines que des gendarmes et des militaires se font tuer à l'intérieur même des casernes, pas seulement en opération. On a vu des accidents d'hélicoptères qui se sont multipliés. On ne sait pas trop si c'est vraiment des accidents ou si c'est lié à des opérations de ces groupes armés. On a vu en tout cas une accélération de la crise et maintenant les Français sont nombreux à dire stop, il faut envisager. Il faut se désengager. Absolument, il faut envisager un retrait. Et la France, qui n'a pas les moyens de sa politique, demande à l'Europe, notamment à l'Allemagne, de s'investir. Et donc, toutes ces problématiques, tous ces balais-là, ce n'est pas uniquement pour la Libye, ce n'est pas uniquement parce que l'Algérie est une bête blessée, mais aussi la problématique du Sahel. C'est plus complexe qu'on croit. Absolument. Nordine ? Oui, je dirais, les leçons à tirer de cela. La Libye, bien entendu, pour nous, l'Algérie, la Libye, pourquoi elle s'effondrait de cette manière-là? Parce qu'avant, Kadhafi, il n'avait pas bâti d'État. Absolument. C'est ça. Contrairement à une certaine propagande qui tend à le faire passer pour le monsieur qui dirige un pays très heureux, très équilibré. Enfin, Moi, je connais bien la Libye, j'y étais. Très bien. J'y étais, donc je sais de quoi je parle. Moi, j'ai connu des amis aussi étudiants, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, qui étaient libyens, et donc ils me racontaient, et on suivait un peu ce qui s'est passé là-bas. D'accord? Donc, à comparer entre l'Algérie et la Libye, ces deux pays limitrophes, l'étranger, il voit bien la différence, la différence entre les deux. Et pour nous, les Algériens, c'est dommage que l'Algérie ne pèse pas tant que ça sur la question libyenne, pour sa stratégie, pour sa sécurité et aussi pour Son la économie stabilité, aussi, pour son l'économie, économie. la stabilité de la région d'une manière générale. Moi, j'ai toujours considéré que c'était absolument scandaleux que Sonatrach ne puisse pas être un opérateur de taille important en Libye. Absolument. On retrouve toutes les grandes entreprises d'hydrocarbures dans ce pays-là qui est extrêmement riche et peu habité, et l'Algérie totalement absente. La Libye, c'est un pays qui a besoin de 3 à 4 millions d'employés immigrés. Et on trouvait des Égyptiens, on trouvait pratiquement des Africains, des Asiatiques, pratiquement toutes les nationalités, sauf évidemment des Algériens. C'est totalement scandaleux. Ça, je vais rappeler juste un épisode qu'on a oublié totalement. Je suis certain que la plupart des Algériens ont oublié qu'à la veille d'octobre 88, c'est-à-dire 87-88, on allait signer un accord d'union. L'Algérie et la Libye allaient faire un seul pays. Tu te souviens de ça? Oui, mais le Kadhafi Allah ici avec la Tunisie, avec l'Algérie, de Boumediene avec l'Algérie, de Chadli. Non, avec Chadli, c'était... C'est folklorique. Oui, c'est folklorique, mais bon, à des niveaux... pour dire combien les relations sont très denses entre l'Algérie et les États-Unis d'Afrique. C'est dommage. Tout. Je voudrais juste souligner un autre point, c'est que le chassé-croisé et le débarquement d'un certain nombre de pays, mais c'est notamment celui de la France et de la Turquie qui marque le coup, parce que c'est plus important que les autres. C'est en fait parce que les relations de l'Algérie avec la Turquie et les relations de l'Algérie avec la France, notamment, sont plus que stratégiques. Justement, on va y arriver. Mais avant d'arriver à ce point précisément, j'aimerais poser une question qui me tarabuste, qui me taraude, comment dire. Bon. Pourquoi Erdogan est-il devenu une sorte de figure exacerbée, de figure idéologique exacerbée? Pour les uns, pour les islamistes, c'est le héros, c'est l'exemple à suivre, c'est la voie à suivre, c'est le concret, regardez l'islamisme, ce qu'il a donné et tout. Pour les laïcs de notre trottoir,
C'est le diable en personne Absolument. qu'il faut combattre, qu'il ne faut pas laisser s'installer en Algérie, que c'est une menace. Tout à fait. C'est pour cette raison que donc je voulais revenir. En même temps, j'allais aborder aussi cet aspect, mais je vais l'attaquer directement. Oui. Il ne faut pas se méprendre. Je m'adresse à mes compatriotes algériens. Surtout à une certaine catégorie de ces. La Turquie, il ne faut pas les regarder avec les jumelles ou le prisme du regard français. Il faut qu'on les regarde avec notre propre, je dirais, regard et à partir de l'angle qui nous concerne, nous, les Algériens. La Turquie, c'est un exemple. Ça peut être un exemple pour nous parce que nous avons de nombreux points en commun. Terre à terre, notamment sur le plan politique. La Turquie, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, c'était un régime militaire. Ça, personne ne l'a oublié. Il y a 20 ans, il y avait un peu plus, 22, 23 ans, il y a eu quand même un coup d'État qui est semblable à celui qui s'est, et même pire, pire que celui il a été pendu. Qui est arrivé en Algérie. Non, je parle de celui de dernier, Nejmeddine Al-Bakar, fin des années 80. Ce qu'ils avaient appelé le coup d'État de velours. Le coup d'État de velours, puisque le Premier ministre élu démocratiquement a été déposé par les généraux. Et puis, comment par la suite, la société a été travaillée par les différents partis politiques et petit à petit, ils sont arrivés à imposer des élections démocratiques, notamment par la surveillance de l'Europe à laquelle ils étaient candidats pour y adhérer. Et puis, petit à petit, les choses se sont inversées. Voire même pas petit à petit. Brusquement, on retrouve les généraux mis au point du mur, sommés de se limiter à leurs prérogatives constitutionnelles. Et puis, toutes les choses ont changé. Donc, on est passé d'un régime militaire à un pays presque... je dirais modeste, très très modeste, pour ne pas dire assez pauvre, toutes choses égales par ailleurs, bien entendu, à un pays aujourd'hui qui a gagné des dizaines de points en quelques années. Il fait partie des G20. C'est une croissance malgré la crise, il y a une crise en ce moment. Pas que crise. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, le pays a subi une guerre. Il y a des guerres militaires avec des armements, mais il y a des guerres financières. Il a subi frontalement une guerre financière de la part des États-Unis qui ont inondé le marché par la lire turque pour carrément effondrer le pays. Et le pays l'a tenu. D'autres pays auraient pu complètement sombrer. Il me reste juste un point à terminer. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord, Hassan, quand tu dis que c'est un dictateur. Ce n'est pas un dictateur. Erdogan n'est pas un dictateur. Il a été élu démocratiquement. Ses opposants qui avaient et qui ont toujours toute la possibilité de contester son élection, ils étaient les premiers à le féliciter pour cela. Ça, d'une part, donc son élection, elle n'est entachée d'aucune irrégularité. Et deuxièmement, le pays est en guerre depuis une trentaine d'années. Combien d'attentats? Ça tombe bien parce que ce que tu décris. Mais je veux juste rappeler quelque chose, c'est que lors du coup d'État contre Erdogan par l'armée, 2014, la population, 2015. y compris celle qui est contre Erdogan, est sortie dans la rue. Tout à fait. Pour sauver la légitimité. Je vous laisse répondre à Nordin Oussad. Évidemment, ça tombe bien, c'est un débat. Moi, Oui, bien sûr, évidemment. Chacun exprime ses idées ici. Diamétralement opposé à ce qui vient d'être dit. Oui. Parce que la Turquie a un potentiel énorme, qui aurait pu être véritablement un pays qui compte aujourd'hui au niveau de la région. Mais il compte déjà. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Je vais l'expliquer. Il y a eu une période de développement de la Turquie pour deux raisons. D'abord, pour le rôle qu'elle a joué pour l'OTAN. Parce que les Américains, quand ils ont bombardé l'Irak, quand ils étaient là du côté de la Syrie, etc., la Turquie a servi
vraiment de porte-avions aux Américains. Donc effectivement, on a choyé un petit peu Erdogan, etc. Il y a eu possibilité d'ouverture, tant politique qu'économique. Il n'y était Le pas deuxième encore, point... Il n'y était Non, pas. mais- Non, mais il n'y c'est à était pas. partir- Si tu fais c'est à allusion partir des à la bases guerre du américaines, Golfe, je il n'y suis était désolé. pas. Hein. C'est à partir des bases américaines en Turquie. C'était les des bases de militaires, l'OTAN. hein. Oui, non, mais... Mais les bases de l'OTAN, Il n'y ils ont était pas, hérité du régime des généraux. oui. Ah oui, non, c'était mais de l'époque du Erdogan, régime je des parle généraux. de la dernière guerre, là, de Laquelle l'Irak. Je parle Laquelle de la guerre de l'Irak. Non, mais les Laquelle traités, les alliances Des avec années l'OTAN, 2000. c'était hérité. Oui, bien évidemment. Il a hérité, bien sûr, de l'OTAN, bien évidemment. Le deuxième point... Alors, juste une information, on vient de la dire à l'oreillette. Samir Belarbi, son procès a été reporté pour la semaine prochaine. Et je rappelle à Abdessameh Abdellahi que je lui ai dit ça. On a parié, lui et moi, tout à l'heure. Je lui ai dit que le procès va être reporté. Ouais. On va revenir, j'espère, sur les détenus. Oui, parce oui, qu'on- bien sûr, oui, bien on sûr, va y bien sûr. En plus, là, On est deux d'accord économistes, sur- donc il insiste sur... Mais Voilà, voilà, le deuxième pour point. qu'on puisse parler Oui. du conflit Très bien. larvé entre Je- la France et Je la vais aller Turquie. plus vite. Ouais. Le deuxième point et la deuxième période qui a fait le développement de la Turquie, c'est quand il y avait un espoir de rentrer de la Turquie dans l'Union européenne. Donc il y avait des investissements, il y avait effectivement une... C'est le une- verdict qui a été reporté, pas le procès, bien sûr, c'est le verdict. Ah oui, oui, le verdict. Pardon, à deux reprises, je vous ai interrompu, je m'excuse. C'est pas grave, parce que c'est plus important même. Moi, je considère que Belarbi, c'est beaucoup plus important que Erdogan. Absolument. Voilà. Donc, c'est largement plus important. Une stockade polie. Ouais. Alors, donc, voilà les deux éléments qui ont fait que, effectivement, à un moment, la Turquie a commencé à se développer, mais dès lors que c'était une rupture avec l'Europe, qui n'était plus question, y compris ceux qui étaient une certaine gauche, qui étaient d'accord pour l'entrée de la Turquie en Europe, etc., mais qu'après c'était terminé. On a vu ce qui s'était passé avec ce coup d'État. Est-ce qu'il a été fomenté? Est-ce que c'était un vrai coup d'État, etc. On ne sait pas, hein, parce que l'opacité du régime turc est Oui, mais là, ça pourrait devenir un procès d'intention, parce que pour tout le monde, c'est un coup d'État. Non, mais C'est un coup ce n'est d'État. pas un Vous procès pensez d'intention. que si c'était Il organisé, y a aujourd'hui... que les États-Unis nous auraient Monsieur, sorti tout Monsieur dossier, hein. Benchenouf, Ouais. on peut regarder, vous pouvez demander à ceux qui sont dans la régie, il y a combien de centaines de journalistes en prison aujourd'hui? Combien de centaines d'officiers en prison aujourd'hui? Combien de Mais centaines... s'ils ont participé Attends, au coup d'État, c'est normal. ils n'ont pas... Est-ce qu'ils ils ont été des condamnés civils par la dans justice? l'administration ont participé au coup d'État, etc. Bon, je demande à voir. Je demande vraiment à voir. Le point supplémentaire sur lequel je ne prendrai jamais Erdogan comme exemple, jamais, c'est ce qu'il inflige à la population kurde en termes de répression, à la fois physique, morale, linguistique, culturelle, etc. Combien de Kurdes aujourd'hui en prison parce qu'ils sont kurdes? Parce que non, c'est pas c'est non, Hassan, non. monsieur, je suis Non, désolé. non, pas parce si que vous Kurdes. niez ça, Cette dernière phrase, si vous je niez le ça, nie. C'est la dernière phrase parce Erdogan qu'ils est sont un kurdes. Non, mais vous avez criminel dit quelque chose de vis-à-vis des très Kurdes. grave. Un criminel. Non, je suis pas Un d'accord. criminel. Non, Voilà. vous avez dit quelque chose de Un très grave. criminel. Il va répondre Voilà. et on va passer. Et je pas répondrai d'accord. aussi. Non, vous avez dit. Vous avez dit. je ne Il suis pas est d'accord. persécute, il est harcèle, Oui. pour la seule raison qu'ils sont kurdes. Absolument. Non, Alors, non. je le maintiens. Là, je ne Je le suis- Il va maintiens. répondre Nordina Oussat et on va passer à autre chose. Il a même mis en prison des parlementaires qui ont l'immunité parlementaire du parti kurde. Alors, il les a mis en prison, alors qu'ils ont l'immunité parlementaire. Si ce n'est pas criminel, ça, qu'est-ce que c'est? Nordina Oussat, rapidement. Voilà. on va passer. Et il est rapide. condamné par toutes les organisations des droits de l'homme au niveau international. Non, non, non. Que ce soit Non, par non, non. Amnesty, On va- que ce on va soit la laisser Fédération des Nordine, droits de l'homme, Oussat répondre. il est condamné. On peut regarder La seule les condamnations de la Turquie par rapport à cette problématique. Allez.
D'accord. Nordin J'attends Assad. qu'il termine. Allez-y, maintenant. D'accord, merci. Premièrement, la dernière phrase dite qu'ils sont attaqués ou persécutés parce qu'ils sont kurdes. Là, Oui. je le récuse totalement. Si. Non, non. Comme Non, ceux mais qui dans portent ce le cas-là, drapeau. Hassan. Non, mais comme ceux Laisse-moi qui portent terminer, le je t'ai drapeau laissé à Mazir, terminer. à Alger, Non, mais Hassan, arrêtez on va parce qu'il y a pas, le on va drapeau pas à quand même Mazir. rentrer, on va pas Allez, faire rester amalgames. L'excuse, allez-y, allons-y. Voilà, juste Non, mais que je je termine. Qu'ils les persécutent, les Kurdes, parce qu'ils sont Kurdes, là, je le récuse totalement. Et je pense Pourquoi que... Donnez-moi la pourquoi preuve. Donnez-moi. Pour la Il simple suffit pas de raison... l'affirmer. pour ça- Il ne suffit pas de l'affirmer. Si tu me laissais Allez-y, terminer, oui, je il suffit te pas de- dirais oui, pour ça. oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qu'ils combattent, déjà, les Kurdes, ils sont très nombreux, très variés là-bas. Hein. Il n'y a pas qu'une seule fraction, vous en avez plusieurs tendances, Oui, c'est tout à fait. en tant que parti, organisation, etc. Ceux 120 qui, millions, hein. ceux qui sont combattus, c'est ceux qui sont en guerre contre lui. Qui font, vous savez combien de... C'est combien un de- scandale, Vous monsieur. savez combien... C'est un scandale. oui, vous pouvez Non, se non, dire que c'est un franchement. scandale. je peux pas l'accepter. Je maintiens. Vous savez combien d'attentats meurtriers ont été faits par les partis sécessionnistes? Parce que là, on est dans la sécession. On est dans la partition du pays. On est dans une tendance marxiste-léniniste kurde, ce qui n'est pas le cas des autres fractions kurdes qui ne combattent pas politiquement, mais qui combattent militairement un État. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que cet État fasse face à Monsieur cette fraction Aoussat, qui est-ce le que- combat militairement? Monsieur Aoussat. Il va les combattre On va- on va- politiquement on va- alors qu'ils le combattent militairement? Monsieur, Moi, je vous pose la Monsieur question. Aoussat, je vous pose juste une question. Allez-y. Je vais même terre à terre. On Comment y est, vous hein. expliquez l'interdiction de la langue kurde? Bon, là, moi, je permets Ouais, de... je Non, pense non, que- pardon, je c'est pense Nordin. que- Nordin Assad. ouais. Non, parce que là, on sort du sujet. Non. C'est une émission. Là, moi, j'ai C'est un voulu... dictateur. Hassan, Il non, interdit non, même la langue Hassan, turque. Hassan, Hassan, c'est nous lui qui avons- l'a interdit. Moi, j'ai voulu C'est lui qui savoir... l'a interdit, vrai toi, Alexis, pardon, depuis longtemps. pardon. Moi, j'ai vrai voulu dictateur. savoir pourquoi la figure de Erdogan suscite controversée, oui. autant de... Ah ben, la de- preuve. Oui, mais quand on arrivait à parler du drapeau amazigh, faire la comparaison avec le drapeau Absolument. kurde, avec Parce que la langue kurde. Là, uniquement- moi, je ne dis pas que vous n'avez pas raison. Monsieur Benchenoun. Je ne dis pas que vous n'avez pas raison. Mais ce n'est pas l'objet de cette émission. Oui, on monsieur ne va Benchenoun. pas, on C'est va pas Hassan, c'est rentrer Hassan. dans ce sujet. Un dernier ça mot, mettrait justement. 2 heures. On n'en sortirait Juste pas. un dernier mot. Oui. Vas-y. Un Et puis, Et puis dernier c'est mot. tellement Un dernier mot. polémique que vous ne ferez qu'exposer votre Un avis. dernier mot. Votre avis. Un dernier mot. Oui. Quand on interdit une langue à un peuple, c'est parce que c'est ce peuple. Ah ben- Si on interdit l'arabe dans un pays, c'est parce qu'ils sont arabes. Si on interdit la langue berbère, c'est parce qu'ils sont berbères. Si on interdit la langue Vous dites anglaise, c'est parce truisme, qu'ils sont anglais. Hassan Hirsch. Voilà, c'est Vous tout. dites un truc, on ne peut Donc- pas interdire donc, la langue voilà, à c'est quelqu'un tout. Et dont donc, ce n'est pas son ethnie, voilà, son donc on identité. réprime les Kurdes parce qu'ils sont Bon, je me Kurdes. permets d'autorité de mettre fin à cette discussion. Voilà. Alors, j'aimerais que nous parlions de façon un peu plus prosaïque de cet affrontement feutré, qui n'apparaît pas au grand jour, mais dont tout le monde sait de quoi il est question, entre la Turquie et la France, Exact. oui. ici, en Algérie, où En Libye. la France semble un peu en perte de vitesse et où la Turquie semble en nette progression, puisqu'on nous parle que pour 2019, ou du moins les derniers mois, il y aurait, dans les échanges commerciaux seulement, il y aurait eu quelque chose comme 4 milliards de dollars. Alors, Nordin Assad. Écoutez, pour ce qui est des relations, enfin, cet affrontement, il est clair, s'il se passe au niveau européen, en Europe elle-même. Il ne faut pas oublier qu'en France, la population d'origine turque est importante, c'est la deuxième population après l'Allemagne. Donc, ils sont très nombreux en Allemagne et ensuite en Turquie. Vous avez dit en France, c'est en Allemagne. Oui. Non, en premier en L'immigration. Allemagne, L'immigration. c'est-à-dire la population d'origine, pas forcément migration, la population d'origine turque Allemande. vivant en Allemagne. D'origine turque. D'origine turque, oui. Oui. Vivant en Allemagne, Oui. c'est la première pour La la Turquie. première communauté, Et après, oui. la première communauté. Et en France, c'est la deuxième communauté pour les Turcs. Donc, Ah ils bon sont très importants. La deuxième communauté après qui C'est-à-dire que la première, c'est l'Algérie, c'est sûr. La D'accord. première, c'est l'Algérie. Et après... C'est les ils Portugais, sont, après. oui, les Portugais sont des Européens. Maintenant, on ne parle plus... Oui. Non, ce que vous voulez dire, je vais vous le dire.
c'est que la présence turque, d'origine turque, Oui. la plus grande communauté, la première communauté turque en Europe, elle est d'abord en Allemagne, ensuite en France. Ensuite en France, exactement. D'accord. Et donc, défendant ses intérêts, aujourd'hui, par exemple, en France, c'est les Turcs qui construisent le plus de mosquées. En France, les plus grandes mosquées. C'est une communauté très bien organisée. Très organisée, Ouais. très Ouais. soudée. Très soudée. Ils ont leur propre mosquée. Et aujourd'hui, les plus grands centres culturels et cultuels qui se construisent en Europe, en France notamment, sont turcs. Et bien entendu, pour cela, il faut un bras de fer. C'est pas facilement qu'on obtient les autorisations. Donc, il y a ce poids. Il y a eu même un parti politique pour les élections municipales de 2014, formé presque par des Turcs. C'est une communauté organisée, y compris électoralement. Y compris Oui, tout à fait, électoralement. D'accord. Juste un Culturellement. rappel pour aller dans votre Vas-y. sens. Les dernières élections en Turquie, il y a eu tentative justement de partis turcs pro-Erdogan de faire des meetings dans l'est de la France, à Metz et à Nancy. Il y a eu justement interdiction. Et de là, justement, une des frictions entre Macron et Erdogan et Erdogan. Macron. Oui, Voilà, donc tout à fait, tout à fait. les meetings ont été empêchés. Oui, quelques meetings même où il a été interdit, ça fait polémique en France. Donc la Turquie, on le sait depuis au moins une quinzaine d'années, fort de leur potentiel économique, fort de la stabilité politique plus ou moins qui est chez eux, donc il se retrouve dans une position où il va changer sa position vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de... Et l'Algérie serait un point de friction éventuelle, un point, en tout cas du moins un point de fixation d'une certaine politique de conquête ou de reconquête Quand des ils espaces. se rencontrent tous les deux sur le terrain algérien, forcément, ça crée des frictions. Voilà, ça crée absolument. des frictions. Mais sinon, la France, elle est en difficulté, donc elle est en repli, notamment sa politique étrangère, parce que tout ce que Macron est en train de gérer maintenant, ce sont des dossiers que ses prédécesseurs avaient laissés avant lui, notamment Hollande. Alors que en Turquie, c'est le contraire. C'est des nouveaux dossiers, c'est des nouveaux engagements. En fait, il y a beaucoup de dossiers contentieux entre la France et la Turquie. Non, mais nous, le on plus parle de brûlant- l'Algérie, hein, oui. sur le plan de Mais, l'Algérie. il y a une répercussion forcément sur l'Algérie. Par exemple, les récentes divergences en Syrie entre la France et la Turquie qui soutiennent des groupes complètement opposés. En Libye. Et donc, y compris en Libye, évidemment. Oui. D'un côté, Haftar, d'un côté, Absolument. le gouvernement qui a été reconnu par l'ONU, etc. Donc, tout cela crée des frictions. Pour parler de façon totalement polémique. Voilà. Ouais, ouais. Et donc, maintenant, concernant l'Algérie, il va de soi qu'il y a des problèmes. À un moment, il y avait un rapprochement, y compris en Algérie. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de marchés économiques en Algérie, par exemple le tramway, qui était construit par la RATP, la RATP internationale, parce qu'il y a RATP France et RATP international. Notamment, je pense au tramway de Belabès, au tramway de Ouargla, ce que je connais le mieux. En fait, le marché a été emporté par les Turcs. C'est-à-dire que les Algériens ont donné le marché aux Turcs. Parce que la RATP refusait de donner des dessous de table. Ah. Donc, il y a eu concession à la Turquie et la Turquie a donné le marché aux Français parce que la Turquie ne maîtrise pas. Elle a sous-traité. Absolument, c'est parce que incroyable, la ça. Turquie ne maîtrise pas la technologie. Oui. Finalement, c'est la France qui a réalisé le projet, absolument. mais c'est passé d'abord par la Turquie. Absolument. C'était Pour que les décideurs algériens puissent
prendre leur 10% part ou de- 20%, ouais. etc., leur part du Mais gâteau. Hassan Herj, Donc, sur un sujet important, Oui. qui a failli d'ailleurs, vous vous êtes accroché sur ça. Sur, Non, mais, on sur a l'habitude sur de tous les l'aspect idéologique de la chose. on reste néanmoins des Ah, amis. oui. Hein. La Turquie et la France, si tant est qu'ils doivent s'affronter sur le plan économique, ne vont pas le faire à armes égales. Vous savez très bien, parce que la France, ces derniers temps, elle n'est pas en odeur de sainteté au sein du Hirak, qui considère que la France est le principal protecteur du régime. C'est ça. Et tout que à sans fait. le régime, sans la France, le régime serait déjà tombé. Et donc la Turquie arrive là, elle va jouer sur du velours. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, la proximité réelle des deux pays est beaucoup plus grande entre la France et l'Algérie qu'entre l'Algérie et la Turquie. C'est évident pour des liens historiques, pour des liens économiques, reste pour la des liens proximité notamment géographique. Voilà, géographique effectivement, mais surtout parce qu'il y a quand même 3 à 5 millions d'Algériens en France, hein, ou d'origine algérienne, ce qui est un poids absolument considérable. Du reste, M. Benchenouf, quand vous parliez tout à l'heure, et à juste titre, de la difficulté de l'Algérie à emprunter de l'argent, parce que ce n'est plus un pays solvable, parce que c'est un pays en difficulté, parce qu'on peut multiplier les raisons, parce que c'était une insécurité économique, etc. Si, et là je rejoins complètement ce qui a été dit par Nordine, si on aboutissait véritablement à un processus démocratique dans ce pays, si on redonnait confiance aux Algériens, et du coup redonnait confiance à l'immigration algérienne, à la diaspora algérienne. C'est tout de suite, M. Benchenouf, on peut faire les chiffres, hein, c'est très facile, moi je l'ai fait à plusieurs reprises, entre 10 et 20 milliards d'euros immédiatement utilisables avec une banque franco-algérienne. Mais ça, vous Donc, savez très c'est bien que ça ne déportant. peut pas arriver, Non, c'est mais impossible. on est en train de mettre l'hypothèse. Et puis, il faudrait aussi que quelqu'un soit assez courageux pour venir dire aux Algériens, préparez-vous à vous serrer la ceinture, Maintenant, préparez-vous à vous sacrifier, préparez-vous à connaître des années noires de privation. Absolument. Et ce n'est pas que 2 ou 3 ans, ça absolument. va être très long. Et j'espère, peut-être que vous pouvez même demander à la régie, j'espère que maintenant, le Hirak va demander des comptes en disant à Tebboune qu'il a promis de récupérer 10, L'argent, 20, plus de 20 milliards de l'argent détourné. Il a dit pour financer mon programme. Voilà, Ça donc- veut dire que c'est au moins 100 milliards de Voilà, dollars. absolument. Donc il ne doit pas se plaindre du manque d'argent à partir du moment où il sait Oui. où il est cet argent-là. Ah, et il a dit, sait je le qu'il a- ramène, je sais Voilà. où il est. Il sait. On va voir. Donc, Alors, avant de passer au dernier sujet, enfin d'y revenir, puisque nous en avons déjà parlé, celui des détenus politiques, moi c'est comme ça que je les appelle, Oui. comment on va faire le régime, à part brader, hypothéquer les ressources, les vendre quasiment au souk sur 20 ans, sur 99 ans. c'est un risque. À part faire ça, comment ce régime va faire pour combler le déficit énormissime qui va naître dès que les réserves de change seront épuisées? Ça veut dire pour un maximum d'1 an et demi à peu près. Comment il va faire l'endettement? Est-ce qu'il va trouver des gens qui peuvent lui prêter 30 à 40 milliards par an de dollars qu'il ne pourra pas rembourser? Comment il va faire? Je pense, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, que l'Algérie n'est pas solvable et donc elle n'est pas, comment dirais-je, elle ne trouvera pas de prêteurs. On trouvera toujours des prêteurs. On a été dans des situations bien pires. Mais que, à ces niveaux, c'est pas 3 à 4 milliards de dollars qu'ils vont demander. Bien entendu, il y a toujours des possibilités. Quand vous avez un sous-sol et vous avez bien vu pour quelles raisons, on y tient, même si le pire des scénarios, le gaz de schiste, Oui. même si c'est vraiment le pire des scénarios, même si c'est vraiment catastrophique pour l'écologie, pour la santé du pays, mais malgré ça, ils maintiennent, ils pensent que c'est possible. D'ailleurs, Tebboune l'a dit lui-même, sinon, avec quoi vous allez trouver des ressources pour On payer. ne peut exporter ni notre agriculture, ni notre tourisme, ni notre industrie. Et si on n'exporte pas le gaz de schiste, qu'est-ce qu'on va manger alors? C'est comme ça qu'il a dit, clairement. Oui, ça veut dire qu'il ne sait exactement. faire que de l'économie rentière. Tout à C'est fait. ça. Ces gens-là, c'est Jamaldine, moi en 84,
j'ai soutenu mon mémoire de fin d'études à l'Institut de commerce à Alger. Dans ce mémoire, 84, juin 84, je parlais déjà des discours de Boumedienne qui parlaient de l'après-pétrole. Oui. C'est-à-dire que Boumedienne, qui est décédé en 78, donc il parlait déjà dans ses discours à la fin des années 78, 77, 78, il parlait déjà pour penser à l'après-pétrole. Il n'y a pas un seul président, il n'y a pas un seul chef de gouvernement qui ne nous a pas promis de diversifier l'économie nationale. Et ils ne l'ont tous pas fait. Tu sais pourquoi, Sidi Abdelmadjid? C'est facile d'acheter la paix sociale avec... Parce que pour ce régime, ce pouvoir, son logiciel, son paradigme, c'est que l'Algérie, c'est deux choses. L'armée et la Sonatrach. L'Algérie, je le dis encore une fois, c'est deux institutions, l'armée et la Sonatrach. Tant que ces deux institutions tiennent, pour ces gens-là, l'Algérie tient encore. Donc c'est pour cette raison... La Sonatrach pour anesthésier tout le monde et corrompre tout le monde, et l'armée éventuellement pour réprimer tout le monde. C'est ça. Donc voilà. L'armée, elle tient avec la Sonatrach, et la Sonatrach tient grâce à l'armée, parce que c'est l'armée qui protège tous les sites de la Sonatrach. Donc il faudra sortir de ce paradigme-là pour enfin on puisse parler d'une diversification ou d'autre chose que le gaz et le pétrole. Comment il va faire le régime pour avoir tout cet argent? Oui, en tout cas, c'est totalement problématique. De toute façon, il n'y a pas 36 possibilités. Ou bien il va emprunter auprès de la Banque mondiale, auprès du FMI, et à des taux... Emprunter autant? Il peut emprunter au fur et à mesure. Ça veut dire qu'il lui faudra emprunter chaque année 30 à 40 au fur et à mesure des besoins. Oui, ouais. L'Algérie, à une époque du temps de Nzar, a été endettée très sérieusement. Oui, mais très pas sérieusement. À ce niveau-là. À des niveaux quand même considérables. considérables. On a eu 26 milliards de dollars. Oui, mais par rapport à l'époque, c'était absolument vrai. considérable. Donc, de toute façon, ils ne vont pas s'y gêner. Hypothéquer l'avenir de la jeunesse algérienne, ça ne les dérange pas du tout, monsieur. Comment? En vendant des concessions, par exemple? Dans un premier temps, emprunter, mais malheureusement, ça va être à des taux absolument exponentiels, parce que vous savez très bien que quand un pays est difficilement solvable, les taux de prêt augmentent. Oui, mais en plus, il y a des conditions. Ça veut dire qu'on va vous obliger, par exemple, à ne plus soutenir les prix, mais bien évidemment. à ne plus faire fonctionner la planche à billets. Mais bien sûr. La Banque mondiale et le FMI ne prêtent jamais l'argent sans une ingérence dans la gestion des affaires du pays. Voilà, absolument. Ouais. Et avec des priorités à mettre en place, etc., avec un chômage endémique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, ça vient d'être dit, c'est effectivement proposer de vendre du gaz, du pétrole. Quand je dis du gaz, du pétrole, ce n'est pas le produit lui-même. C'est-à-dire la concession, de vendre des concessions, la ressource elle-même. Absolument. Sur le temps. Des possibilités d'exploration, des possibilités d'exploitation. C'est le bradage. Et l'hypothèque, malheureusement, en même temps. Oui, absolument. C'est vendre les bijoux de famille. Absolument. Voilà. Alors, nous allons passer au sujet des détenus. Le problème, que je ne comprends pas personnellement, comme ces gens qui sont rendus chez Tebboune pour ces fameuses consultations et qui lui ont dit « Oui, nous, nos conditions d'apaisement, c'est d'abord libérer les détenus politiques ». C'est en quelque sorte demander à l'exécutif d'ordonner à la justice de libérer, de la même manière que la justice a ordonné, a ordonné à la justice d'incarcérer. Alors, moi, j'aimerais, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi que la revendication politique ne remonte pas à la source et de dire nous exigeons l'indépendance de la justice tout de suite. C'est tout ce que nous demandons. S'il y a ça, il y aura tout le reste. Déjà, si l'indépendance de la justice est demain acquise, vous imaginez un peu toutes les répercussions positives. Alors pourquoi la classe politique n'a pas cette exigence et pourquoi les magistrats eux-mêmes, Nordin-Awsat, qui ont une chance en or avec le Irak qui est de leur côté, pourquoi les magistrats eux-mêmes ne profitent pas et pourquoi préfèrent-ils rester surfer sur la vague de la corruption? Parce que nous savons tous qu'une grosse partie du corps des magistrats est corrompue jusqu'à l'os.
Alors, à vous. Alors, Dino. Écoute, tu parlais de remonter en amont dans l'exigence Oui. jusqu'à demander l'indépendance de la magistrature. Moi, je dirais qu'il faut remonter encore plus en amont. Hein, donc, et je vais le dire, hein, peut-être que certains ne vont pas le comprendre, mais je vais essayer d'être explicite et le plus pédagogique et pédagogue le plus possible. Si jamais le Hirak, sa revendication, c'est quoi? C'est le changement du régime. Oui. Hein, le changement du régime. C'est-à-dire changer le régime pour que le président soit réellement un président élu. Que l'Assemblée nationale, les députés soient réellement élus. Et ainsi de suite. D'accord? Et que le vote soit réellement un vote. C'est ça, oui. c'est de... Parce que tout ça, ce sera le point de départ pour le changement. Donc, ce pouvoir-là, il est à son image de ce qu'il a toujours été, d'enfermer des gens de façon extrajudiciaire et de façon inique, injuste, et même de les utiliser comme une carte. D'accord. Donc, je ne lui demande rien, moi. Je dirais... Moi, Karim Tabou, c'est juste pour citer par exemple, je ne connais pas Samir Blarbi, je ne connais pas Fodil Boumalam, mais j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le croiser ici, de discuter avec lui, c'est comme mon frère. Hein, c'est comme un frère. Je suis à 100% avec lui, etc. Je ne dis pas que... Je suis très sensible à ce que lui, il endure et de ce que sa famille endure, etc. Mais je dirais, quelque part, nous sommes dans un processus révolutionnaire. Il y a un prix à payer. Oui. Cessons de parler des détenus. Ne faisons pas des détenus... Attention, hein, cessons de faire en sorte que ce soit notre talon d'Achille. Nous avons un régime à faire tomber. D'ailleurs, même les détenus le disent eux-mêmes. Occupez-vous du Hirak. Très bien, occupez-vous du Hirak. Nous, dès qu'on sort, on vous rejoindra à la place de la Poste. Très bien, donc puisqu'ils le disent encore eux-mêmes. Donc, mettons l'accent à ce pouvoir. On ne va pas quémander, qu'il est délibéré, la justice, il ne va pas le faire, parce qu'un régime totalitaire, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Les pouvoirs sont confondus, voire même ils sont subordonnés l'un à l'autre. Le pouvoir judiciaire, il est subordonné au pouvoir militaire. Ouais. Donc, mettons l'accent sur que ce Hirak... il n'y a pas de pouvoir exécutif, directement pouvoir militaire. Vous avez dit le mot, hein. Il n'y a pas de séparation de pouvoir entre l'exécutif parce que et le... L'exécutif lui-même, il est subordonné. L'exécutif lui-même, il est subordonné. Vous avez dit le mot comme il fallait. Tant mieux. Hassan Hirsch, alors voilà, et après vous, nous allons finir l'émission. Je pense que la problématique des détenus n'est pas la maladie du pays, c'est un symptôme. C'est un symptôme de cette maladie. Ça fait partie d'ailleurs de plusieurs symptômes. Hein. La répression d'une façon générale, et puis ces détenus, et puis cette différence qu'on essaye de distiller entre les détenus d'opinion et les détenus politiques, à savoir que les détenus politiques seraient seulement ceux qui seraient structurés dans les partis politiques comme M. Tabou, comme Rachid Nekaz, comme Ghadiri, comme Louisa Hanoun, etc., que les autres qui ont été chopés soit dans les manifestations, soit dans les réunions, soit dans les groupements différents. Un certain nombre d'ailleurs d'entre eux, y compris chez eux, ils ont été ramenés de chez eux, ceux-là seraient des détenus d'opinion. Mais on sait très bien que c'est un leurre de faire cette différence-là et que ça arrange seulement le régime en place, que pour nous, pour le Hirak, il y a une injustice, il y a effectivement une instrumentalisation de la magistrature et on voit très bien, hein, même quand on a relâché des gens comme Arbrab, comme Bourga'a, etc., ils ont quand même une partie de leur peine qui n'est pas achevée, puisqu'ils ont quand même une condamnation avec sursis. Ils ont purgé leur peine au niveau des mois ou des années fermes, mais ils sont toujours là sous l'épée de Damoclès. Donc, il n'y a pas photo. Nous sommes dans une situation totalement scandaleuse, inacceptable, inadmissible, et qui alimente d'ailleurs, heureusement, la force du Hirak, parce que
nous voulons effectivement, Nordine, nous voulons un changement de régime. Quand on dit Itnahaouga, c'est le système lui-même. Ce n'est pas une question de Qaddour, de Moussa ou de machin. Itnahaouga, ça veut dire tout simplement les décideurs qui aujourd'hui mettent la chape de plomb sur la société, bâillonnent la société, excluent, marginalisent, répriment, etc. Donc voilà la lutte du Hirak. Et je pense que demain, mardi, les étudiants vont faire une démonstration de force. Ils vont dire que ce n'est pas fini. Ils vont dire que nos revendications sont toujours là. Ils vont dire que nous voulons toujours un régime démocratique, que nous voulons que cesse la répression et que ces détenus sortent, mais pas dans un cadre de chantage. Voilà. Merci Hassan Hayrach, merci Nordine Aoussat, merci Saïd Khalid, à toi. merci Hassan Moussi, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Redoua, les étudiants, comme d'habitude, comme chaque mardi maintenant, et ils sont souvent accompagnés par les non-étudiants qui ont commencé à les accompagner le premier jour où ils avaient été sauvagement agressés pour les protéger, pour les encadrer, pour faire barrière de leur corps pour leurs enfants qui sortent manifester et qui sont devenus, par la force des choses, le fer de lance du Hirak de la Révolution. Demain, j'espère qu'ils vont porter, comme à chaque fois, ces deux magnifiques slogans de Khawa Khawa, Selmiya Selmiya. Ce sont les deux piliers de cette révolution et c'est avec ces deux slogans, avec ces deux grands principes, ces deux grandes valeurs que le peuple algérien finira par se libérer. Et dans les 48 wilayas. Et dans les 48 wilayas, nous l'espérons. Barakallahu fikum. Bqaw ala khair. يماك تري من داوي ولادك راهم خارجين يمشيوا على الحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري الشعب يلعب 10 والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش 10 سنين تدمر 10 والو مازال ما شبعتوش وبربي هذا المرة والو ناضي ما تفوتوش شعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري اليوم الشعبي ليبري ليبري الجيري ليبري 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 الجيري يا بلادي بكاو كدموع ميساج كاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو 20 وحنا صابرين يا جزاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر